c'est bien plus qu'une ligne aérienne, bien plus qu'une ligne aérienne. C'est l'étape de la transmission, l'étape du partage, l'étape de l'échange. C'est quelque chose finalement dont je rêve depuis tout petit, de repartir sur les traces des pionniers de l'aéropostale. On est des civils, il y a des militaires qui sont impliqués, donc des États, et moi je trouve ça génial. « 15 ans à peine après le vol historique des frères Wright, des aventuriers d'une autre époque entreprirent de rallier la France à l'Amérique du Sud. Ils s'appelaient Mermoz, Guillaumet, Dora, Saint-Exupéry. Un extraordinaire défi pour l'époque. Alors pour gagner ce pari fou, il fallait aussi un entrepreneur ambitieux. L'armistice de la Première Guerre mondiale signé, bon nombre d'avions restaient au sol. Et pour l'industriel Pierre-Georges Latécoère, les Breguet 14 devaient avoir une autre utilité que celle du renseignement ou bombardement. Ils pouvaient servir d'autres causes. Dès 1917, il trace donc sur une carte cette ligne imaginaire capable même de franchir, sur le papier, l'océan Atlantique. Après les années sombres traversées par l'Europe, les populations ont besoin de retrouver des rêves communs. Et si le vœu des pilotes se réalise, qui sait à quoi pourrait servir cette nouvelle exploration ? Relier les hommes ? Les faire voyager ? C'est en tout cas par les airs que le 25 décembre 1918, la première étape Toulouse-Barcelone voit le jour. Un siècle plus tard, des passionnés entretiennent toujours la mémoire des pionniers sans qui l'aviation d'aujourd'hui n'aurait peut-être pas existé. Et pour célébrer ce centenaire, le raid Latécoère aéropostale a vu grand. Une 50aine d'aéronefs pour quelques 150 participants. L'objectif ? Rallier le Sénégal et une fois de plus, la ligne transcende celles et ceux qui osent la parcourir. Plus de 5000 km séparent Toulouse de Dakar. Et même de nos jours, le chemin reste périlleux. La préparation ne doit rien laisser au hasard. On part avec 50 avions, on rentre avec 50 avions. Il faut que la sécurité, c'est la préoccupation de tous les instants. On l'a dit ce matin, tout le monde est un chaînon de cette sécurité, est un maillon. C'est notre préoccupation dans tout ce qu'on a fait, toutes les décisions qu'on a prises, les choix qu'on a fait tactiques de route ou de phraséo, c'était la sécurité qui prévalait avant tout. Et puis il y a l'effet groupe, les facteurs humains. Donc ça on le gérera au fur et à mesure et on va les préparer au mieux. Mais ce matin ils ont posé de bonnes questions sur le briefing. Le raid est lancé, il faut que la musique se déroule. Là on va jouer la musique. Pardon. Oui, bonjour, Eric. Bonjour, Aloïs. Bonjour. Bonjour. Pour jouer cette partition, le raid s'entoure cette année d'un trinôme un peu particulier. Participent à l'occasion de cette édition anniversaire des pilotes de la base aérienne de Salon de Provence, une grande première. Avec leur combinaison sable, ils ne passent pas inaperçus et sont rapidement sollicités par les plus curieux, mais pas seulement. L'un des projets du raid est d'entrer la ligne au patrimoine de l'UNESCO et nos aviateurs pourraient faire de parfaits ambassadeurs. On va faire une exposition sur les grilles de l'UNESCO, place de Fontenoy. Il y a un patrimoine immatériel important, un patrimoine littéraire également important. On a tous les éléments pour classer la ligne au patrimoine de l'UNESCO. Le regard juste vers moi. Ce qui, moi, m'a vraiment intéressé dans le regard qu'ils ont, c'est à la fois cette conscience patrimoniale et en même temps cette volonté de relier les peuples et en même temps, parfois chez certains d'entre eux, cette transcendance qu'ils éprouvent lorsqu'ils sont dans les avions, cet esprit, on va dire presque philosophique de l'aérien, je l'ai retrouvé quasiment plus chez les militaires que chez les civils. Donc je crois que là, c'est vraiment un sentiment de valeur et de valeurs aussi métaphysiques qui sont portés par les militaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Les présentations sont faites, les équipages briefés, le raid peut décoller. Pour se plonger définitivement dans l'aventure, du courrier sera acheminé à toutes les étapes, comme à la grande époque. Son contenu, des dessins, des messages de paix, de solidarité. L'esprit de Latécoère est omniprésent, l'aérien pour relier les hommes était sa devise.
4 brossards provenant des 4 coins de la France prennent le départ. 3 d'entre eux n'iront pas jusqu'en Afrique et les voir rassemblés est plutôt rare. Alors pour l'histoire, ils en profitent. C'est d'ailleurs les monoplans des années 50 qui assurent la première relève du courrier. Le transit à Lézignan est un franc succès. Des collégiens des alentours ont préparé leur missive et le facteur est aujourd'hui aux commandes d'un vieux coucou. Et ça a quand même de l'allure. À Perpignan, un autre haut lieu de l'aviation, les équipes de présentation de l'armée de l'air ont fait le déplacement pour encourager l'expédition. Et certains auraient bien suivi le groupe. On retrouve cet esprit d'aventure, de découverte, d'innovation, d'engagement, mais aussi on voit aussi cet esprit de transmission où on essaye d'instruire les jeunes générations sur quelles sont les traditions et quelles sont les valeurs finalement de l'aéronautique. Et en ce sens, c'est fabuleux de partager ça avec les pilotes qui ont la chance de faire ce raid. Box Golf Kilo Juliet Tango, buenos días, go ahead. Good morning, sir. It's Broussard on the VFR flight plan from Perpignan to Sabadell. We are part of the raid Lateco Air. Le rythme est soutenu, il s'accélère même. Au volet préparation et vol quotidien s'ajoute celui de la représentation. Des associations comme les Ailes du Petit Prince partagent des réflexions avec les plus jeunes. Pour d'autres, il s'agit de donner quelques rudiments en aéronautique. Les lettres, elles, continuent leur parcours et certains y prennent goût. La participation de l'armée de l'air à ça, c'est génial dans le lien envers les hommes. On voit les lettres qu'on a apprises à Barcelone ou en France qui arrivent maintenant à Séville avec les enfants qui les ouvrent et qui en mettent maintenant pour le Sénégal, le Maroc. Ça émeut vraiment parce qu'on se rend compte de la dimension qu'il y a derrière le raid. Ça, c'est fou. Opposé des avions, chacun occupe donc un rôle. Et pour le directeur du raid, cette implication est primordiale. C'est très important de fédérer le groupe parce qu'il faut que les gens comprennent qu'ils sont dans une démarche, qu'ils comprennent qu'ils sont là dans une démarche associative, dans le cadre d'un intérêt général, parce que avec ça, on peut permettre aux gens de se surpasser. On peut permettre aux gens de dire, bah voilà, il y a un peu d'attente, il y a du carburant qui ne va pas, il y a des formalités qui ne sont pas bonnes, il y a des autorisations qu'on reçoit au dernier moment, il y a des choses qui changent. Et bien c'est ce dépassement de soi dont on a besoin pour faire marcher ce raid Lateco Air Aéropostale. Donc t'as les numéros de passeport, t'as tout là-dessus. C'est bien les bons passagers, ça n'a pas changé en tout temps. Okay. Contrôle douanier, enregistrement des plans de vol, entretien des machines sont autant de phases du quotidien pouvant perturber un planning serré. Ce matin à Séville, les choses rentrent dans l'ordre et Hervé peut lancer l'étape du jour. Et quelle étape? C'est là qu'il faut monter vite à cause des zones militaires. La vraie saveur particulière, c'est qu'on traverse le détroit de Gibraltar. Et c'est quand même un moment fabuleux, avec sur la gauche on aura le rocher et on voit tout de suite le Maroc. Et aussi le fait que on pénètre sur le continent africain avec des règles, des manières de faire différentes et ça c'est toujours très agréable parce que c'est beaucoup d'échanges. Novembre 33-16 Charlie, allez-y. Oui, bonjour monsieur, ravi de rentrer au Maroc, le raid Lateco Air à destination de Casablanca. Novembre 33-16 Charlie, bien reçu, bienvenue au Maroc. Rappelez votre estimé Malavada. Si le Maroc a ouvert les portes du continent africain aux pionniers, il a aussi une place à part pour les participants du raid. À l'image de ce petit village aux encablures d'Essaouira, où s'entretient un lien fort avec l'association Afulki, qui œuvre dans cette région où les enfants parcourent des kilomètres à pied pour rejoindre leur école. L'un des nombreux obstacles à leur scolarisation.
En milieu rural, il n'y a pas d'eau, donc pas de toilettes, pas de sanitaire. Facteur majeur de la déscolarisation des jeunes filles. Il faut savoir que pour rénover entièrement une école, c'est-à-dire passant aussi par la construction du mur de clôture et de toilettes et sanitaires, il faut compter 15 000 €. Ils nous ont apporté une subvention de 10 000 € cette année, ce qui est relativement considérable, puisque notre budget, globalement, annuellement, c'est 100 000 €, donc ça fait quand même 10%. Là, on est typiquement sur le projet idéal pour le raid de la TECOR aéropostale. Pourquoi? L'idéal, d'un point de vue logistique, l'aéroport est situé à 5 km, la ville a une dizaine de kilomètres. Il y a deux puits. Ces deux puits ne sont pas équipés de pompes, on peut très facilement mettre des pompes mécaniques. Puis on peut équiper en panneaux solaires, donc fournir de l'électricité. Ensuite, il y a des besoins de bibliothèque. La bibliothèque, ça c'est quelque chose qu'on peut facilement également transporter. L'école, c'est la transmission, c'est les générations futures, c'est l'avenir du pays, l'avenir du Maroc. Il est là, il est entre ces murs. Mets-toi, voilà, c'est bien. C'est bon tout le monde, s'il vous plaît, on regarde par là. Ah, il y a une belle lumière. 3, 2, 1. Ça marche vachement bien, puis tout le monde est content de donner son courrier. C'est son expression, c'est ce qu'il a envie de faire partager. Et puis, c'est ce que tu as envie de donner, c'est ce que tu as envie de recevoir. C'est ça le symbole du courrier. L'engagement d'Hervé porte ses fruits puisque Sa Majesté le roi du Maroc Mohamed VI place cette édition 2018 sous son haut patronage. Un signal fort qui facilite par exemple les accès aux aéroports et qui favorise les échanges entre tous, comme à Marrakech, sur l'aéroclub royal du Maroc. Ils nous ont tellement bien accueillis qu'on a pris un petit souvenir, la casquette de l'aéroclub royal du Maroc, avec il y a le pavillon royal. Et il y a une énorme interaction du coup avec l'armée de l'air marocaine et ça c'est super, on ne pensait pas qu'il serait aussi présent. Nous devons effectuer un défilé sur Tarfaya, Cap Juby. Voilà, les Marocains nous ont proposé de nous accompagner avec 2 T6, leur avion de formation. Donc pour nous, bien sûr, c'est un honneur de défiler avec eux, un peu comme s'ils nous accueillaient de manière encore plus officielle. Véritable mythe, Tarfaya se situe aux portes du Sahara. Elle reçut pour chef d'escale un certain Antoine de Saint-Exupéry. Il était chargé entre autres de récupérer les pilotes malchanceux tombés dans le sable et parfois secourus par les autochtones. Depuis son fort, riche de nombreuses histoires, il nourrit sa deuxième vocation, l'écriture. Certains voient dans Courrier Sud, son premier roman, l'annonce avant l'heure de la disparition de Mermoz dans l'Atlantique, mais aussi et surtout la naissance du Petit Prince, avec cette phrase évocatrice « Un enfant perdu remplit le désert ». Pour beaucoup, se poser là-bas sera une expérience inoubliable. Mais si la petite ville de Cap Juby s'est développée, sa piste reste sommaire. Océan brief ce matin les équipages Delta. Les départs s'effectueront par vagues. L'idée étant d'espacer les avions par ordre de vitesse afin qu'ils n'arrivent pas tous en fréquence sur les approches finales. L'ambiance reste détendue, mais chacun sait que ce vol présente quelques difficultés. Exactement. Et sur le trajet Les pistes ne sont pas énormes, certaines ne sont pas énormes, et on a quand même des notions de performance à respecter, une notion de masse max, une notion de centrage, et en fait on se rend compte que tout le monde est un peu aux limites. Il faut faire des concessions en termes de carburant, il faut faire des concessions avec d'autres chargements, et on essaye de répartir, après c'est l'aspect solidarité du raid, mais on répartit la charge dans les différents avions. Avec une météo plutôt clémente, les avions franchissent l'Atlas sans difficulté. Le Charlie Victor de l'armée de l'air part rejoindre les T6 marocains. À bord de son Cirrus SR-20, Aloïs savoure et prend même le temps de nous parler de sa machine. En fait, les particularités de cet avion au niveau commande de vol, c'est le mini-manche. Il est décalé, on n'a pas un manche à balai comme à l'ancienne entre les jambes, on a un mini-manche qui est à 45 degrés. Il y a une commande de gaz centrale qui est entre les deux. Après, ce qui est sympa, c'est qu'il a une avionique super complète avec 2 écrans et énormément d'options qui nous permettent nous de travailler sur des horaires précis, d'estimer des rejointes. On peut faire beaucoup de procédures aux instruments, on peut faire
tout ce que fait quasiment un avion ligne, mais avec un tout petit avion. Voilà. Et après, le piloter ici au Maroc, ça revêt quand même quelque chose de particulier. Et en plus, là, on va vers Tarfaya, donc on commence à arriver vers des terrains ultra sommaires. Bon, pour le coup, il est parfaitement adapté. Ouais, c'est ça qui est génial. Comme briefé la veille, l'armée de l'air marocaine rassemble les équipages de Salon de Provence pour immortaliser leur venue. Sur Tarfaya, ils prendront la tête du défilé et c'est une autre formation qui représentera, elle, le raid Latécoère. L'équipage Syntex fait son apparition. À son bord, une fille et son père. Alban et Hervé sont les descendants du célèbre aviateur. C'est un grand jour pour eux. Jamais un Saint-Exupéry n'a foulé le sol du Cap depuis presque 100 ans. Tarfaya du dispositif, passage dans 1 minute. À l'approche du posé, l'émotion est vive. Chacun prend la mesure de l'événement. L'accueil est triomphal. Au musée du village, l'engouement est palpable. La statue du Petit Prince, œuvre offerte par le raid et apportée depuis la métropole, aura bel et bien sa place ici. En marge du campement, un football s'improvise avec les locaux pour profiter jusqu'au bout des voyageurs venus de loin. Mais la caravane aéropostale est attendue en Mauritanie et les équipages doivent déjà redécoller. 100 ans après notre oncle Antoine, on est repassé hier à Cap Juby. Vous avez revu l'histoire de Syntex. Exactement. Merci. Et ça a été un privilège, un grand honneur de se poser à Cap Juby, Maroc, pour l'amitié entre la France et le Maroc. Oui, merci, c'était un grand temps. C'était tellement fort de sens et on attendait ça depuis tellement longtemps. Ça a été très court, intense, court, on a adoré. Mais je pense qu'on reviendra vraiment parce qu'on exprime le besoin d'y retourner un peu plus longtemps. La ligne, c'est toujours autant important pour eux. Ils ont remis la piste en état pour nous. Je pense que c'est plusieurs semaines de travail. Et je pense qu'on a réussi notre devoir de mémoire. Là, on l'a fait concrètement avec 60 avions. Ça a eu un effet positif sur tous les endroits où on est allé. C'est la première fois qu'on a porté les ailes de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse à l'autre bout du monde. Par la voie des airs. Et donc on a été de tout petits pionniers, à notre façon, mais tout petits par rapport aux autres, ceux de l'aéropostale. Et maintenant on a le désir de continuer d'agir et de se lancer dans d'autres projets pour la Fondation, pour faire grandir l'héritage. Si Hervé est engagé dans sa mission auprès de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, il en assure une autre en tant que lieutenant-colonel dans l'armée de l'air. Chargé du lien armée-nation, il porte donc cette double casquette et est à l'initiative de l'engagement des aviateurs au RAID 2018. Pour beaucoup, cette présence apporte un plus dans de nombreux domaines. Les pionniers de l'aéropostale, c'était des anciens pilotes de chasse de la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la présence de 2 équipages de l'armée de l'air sur le RAID, c'est plus que symbolique. Voilà, c'est un immense hommage qui est rendu à ces pilotes d'antan, mais bien plus que ça, à tous les aviateurs de l'armée de l'air. On les a tous emmenés avec nous, tous emmenés dans notre cœur. Aviateurs au sens large avec un majuscule, c'est-à-dire pilote, mécanicien, enfin tous les métiers, les 50 métiers de l'armée de l'air. L'armée de l'air représente par essence la grande aéronautique, donc je crois que vous apportez ça. Le professionnalisme qui caractérise cette industrie, ça participe au fait qu'il y a de plus en plus de participants. Et donc, pour le RAID, cette valeur ajoutée, vous donnez un rayonnement à un événement qui est très supérieur à ce qu'on pourrait faire avec n'importe quoi d'autre en aéronautique. Ça contribue aussi à notre sécurité. Ils interviennent dans les briefings pour notre faire part de leur expérience. Ils sont accessibles en permanence, que ce soit pour donner des conseils
aux pilotes sur la partie professionnelle de leur métier, mais aussi pour participer à la vie du raid, c'est-à-dire qu'ils participent totalement, ils portent les bagages comme les autres, ils donnent un coup de main, et en tout cas j'ai un grand respect pour l'attitude qu'ils démontrent. Ce matin à Nouadhibou, le raid va connaître ses premières déconvenues. Depuis l'arrivée des fortes chaleurs, les hommes et les machines commencent à souffrir, et cette étape mauritanienne est de loin la plus éprouvante. Avec des températures avoisinant les 45 degrés, certains participants accusent le coup. L'équipage du novembre 731 Foxtrot Kilo n'est malheureusement pas épargné. Mais Dakar est à portée d'aile, et la communauté des pilotes a trouvé la solution. J'utilise cet avion en copilote avec Daniel qui est tout seul depuis hier, depuis Tarfaya. Son pilote a eu un malaise et il doit probablement être rapatrié. Petit point de situation, on est monté au niveau 75 pour éviter les vents de sable qui étaient un peu préjudiciables pour nos petits moteurs et tant qu'à faire. Il nous reste encore une bonne heure de vol, donc on a pesé le pour et le contre, hein, mine de rien, 36 degrés au sol, là on regarde, dans l'avion il fait 19 degrés, tout va bien, on a pris le repas, on en est au dessert, il manque juste le café, donc petite banane pour agrémenter le reste de la trajectoire. On a une relation pratiquement père-fils, hein, il a l'âge de mes parents et à ce titre-là, avec Hervé Berardi et puis l'accord de mes camarades, je me suis proposé pour remplacer son copilote et assurer la sécurité et puis l'aider à continuer l'aventure avec nous. Sur le vent de droite du pont, numéro 2, derrière le pont, où est-ce qu'il rappelait T02, respecter les 1000 pieds minimum, pas de vol en patrouille et anticiper l'arrivée. Donc faisons attention parce que c'est la fin quoi, c'est la dernière étape de l'année. Donc fly safe. Le Sahel franchi, le Sénégal ouvre les bras à nos voyageurs des airs. Le Sahara et son climat hostile sont derrière eux. De tout temps, Dakar est la véritable terre promise pour les équipages venus de si loin. Ils peuvent donc savourer, prendre le temps de réaliser le parcours entrepris il y a déjà quelques jours. Bonjour Roland, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et j'ai essayé d'amener l'avion avec mon ami Jean-Michel maintenant à Dakar. Dommage que tu n'étais pas là. J'espère que tu vas bien, que c'est passé. On t'attend à nouveau dans nos avions, hein, c'est ça? Ouais, ça va bien se passer. Écoute, on prend soin de ton petit avion, promis. Ouais. Tous ou presque sont passés. Le Cessna Centurion de Daniel et Jean-Mi est posé, tout comme l'ULM de Pierre et Antoine. C'est moins mythique que Tarfaya, mais le Sénégal c'est
C'est de là qu'ils partaient pratiquement tous pour l'Amérique du Sud. C'est une vraie étape. Et puis quand même, de France, ça fait 5000 bornes. Donc c'est assez sympa, quoi. Et 25 heures de vol à peu près, quoi. Bon, eh ben, on va sécuriser la machine et dévaler. Vol très intéressant jusqu'à Nouakchott. Et Nouakchott très compliqué. Parce qu'on est arrivé sur un vent de sable. Alors la vigie ça allait, mais après 42 degrés sur le tarmac. Et là on avait tous nos tempées moteurs qui étaient dans le rouge. Du coup on a nous-mêmes géré la tempée et puis on est monté à 200 pieds minutes jusqu'au niveau 85. Histoire que la tempée moteur redescende et puis que nous aussi notre température redescende. Mais oui, c'est aussi ça l'esprit du raid. Voilà, c'est l'aventure et puis après à nous de savoir nous adapter et de garder le sourire. On a, cause mécanique, 5 avions qui sont à Nouadhibou encore. Un réparé, mais il y a un deuxième qui a eu des problèmes de magnéto ce matin. Et ils vont rester à Nouadhibou ce soir. Bon, c'est la sagesse, hein. Mais voilà, le reste de la caravane est là. Là on souffle, parce qu'on sait qu'on va rester 2 nuits. C'est notre première journée de repos sur 10 jours. Puis là on est accueillis par l'armée de l'air. C'est vraiment super l'accueil qu'on a eu. L'organisation, c'est souple. On voit que c'est organisé, donc là ça fait plaisir d'arriver dans ces conditions-là. Et je me dis finalement la musique qu'on a écrite pendant 8 mois, elle n'est pas si fausse que ça. Pour Olivier, détacher un temps dans la région, c'est l'occasion de retrouvailles. Nos militaires ont en effet leur repère sur la base aérienne de Dakar. Soutenu par l'armée de l'air française, ce pôle opérationnel de coopération est depuis de nombreuses années un point stratégique incontournable. Le lieutenant-colonel Julien y commande l'escale aéronautique des éléments français au Sénégal. C'est une base aérienne sur laquelle on va trouver en mode compact la totalité des fonctions opérationnelles qui permettent d'accueillir en toute autonomie des aéronefs. Je parle des pompiers, je parle du carburant, je parle de l'ensemble des services de soutien qui permettent d'appuyer les aéronefs. Mais c'est une base interarmée dans le sens où on y trouve également un Falcon 50 de la Marine nationale et puis évidemment d'autres composantes de l'armée de terre. Avec une telle situation géographique, cette plateforme aéronautique est un véritable hub ou point de passage. Un nombre important d'avions y transitent, puis fait route vers l'Afrique de l'Ouest ou l'Amérique du Sud. Les quelques 350 aviateurs du détachement sont donc rodés à la manœuvre, mais un point essentiel restait à respecter. L'ensemble de l'aéroport est aujourd'hui un aéroport militaire qui relève de l'armée de l'air sénégalaise. Nous sommes simplement en appui. Et on a travaillé évidemment en étroite coordination avec eux pour que l'accueil de ces 50 appareils se passe le mieux possible. Tel Québec Nord, aligné plus de 36 prêt au décollage. Achever l'aventure à Dakar serait comme retirer l'un des plus grands chapitres de l'histoire de la ligne. Ouais, Saint-Louis, tour de l'hôtel Bravo, Oscar Québec Nord, bonjour. Merci, monsieur. Saint-Louis, capitale de l'Afrique occidentale française jusqu'en 1960, avec le palais du gouverneur et la présence des fonctionnaires, a connu une vie coloniale importante. Mais ce qui l'inscrit dans la mémoire de l'aéropostale tient davantage au fait qu'elle fut épargnée par la fièvre jaune, souvent répandue sur la presqu'île du Cap-Vert. Le courrier posté à Dakar et à destination de l'Europe était donc acheminé par voie ferrée jusqu'à Thiès, une petite ville située à 70 km à l'est. Les pilotes, comme Edmond Lassalle, assuraient ensuite l'acheminement de leurs précieuses cargaisons tout en restant à l'écart de l'épidémie. Mais c'est aussi et surtout avec son hydrobase que Saint-Louis va transformer le rêve des pionniers en réalité. Ici, on est à l'hôtel de la Poste de Saint-Louis du Sénégal. C'est vraiment un endroit mythique parce que c'est là que couchaient les pilotes des lignes Latécoère à Aéropostale à partir de juillet 1925 lorsque la ligne Casablanca-Dakar a été ouverte. Ce qui est intéressant de voir, c'est que grâce à son propriétaire, eh bien, il est devenu un musée tout en restant un hôtel. Et pour les participants du raid Latécoère, c'est extraordinaire de pouvoir dormir dans les chambres où ont dormi les pionniers.
La première ligne transatlantique postale s'est faite à partir de Saint-Louis avec le monomoteur piloté par Mermoz, accompagné de Jean Dabry, le navigateur, et Léopold Gimier, le radio. Ça a été effectivement un grand moment de l'aéropostale. On peut dire que ça a été son apogée. Parce qu'à partir de là, il y a eu d'autres difficultés qui sont arrivées, et en particulier le fait que Mermoz, sur le vol retour, ne peut pas amener l'hydravion au bout, et qu'il est obligé de se poser au milieu de l'Atlantique, et que l'hydravion va être perdu. L'embouchure du fleuve Sénégal est donc elle aussi imprégnée des valeurs de l'aéropostale. La ténacité de Mermoz à s'envoler vers l'inconnu et finalement poser son avion à Natal inspire chaque voyageur de la ligne. Un héritage dont on est fier, un de ceux qui nous aide à grandir et que l'on doit transmettre afin que d'autres puissent à leur tour se nourrir de cette belle histoire. Comme à Essaouira, Hervé et ses camarades sont conviés à visiter les écoles. Chaque parrain des associations peut suivre l'évolution de son projet et par la même occasion, imaginer ceux de demain. Avec la fondation, on va soutenir le RAID pour mettre ici, installer une centrale solaire sur le toit de l'école, qui permettra d'alimenter l'école en énergie photovoltaïque, mais aussi ils auront droit, ils pourront mettre des climatiseurs. Dans les classes, ils sont 50, ils ont des températures qui sont extrêmement élevées. Avec ce projet-là, on essaye aussi de montrer des applications concrètes, surtout pour les pays du Sud, c'est qu'ils ont beaucoup de soleil et donc une richesse assez importante en termes d'énergie solaire. Reste l'essentiel. Se rencontrer, parler, entretenir le lien avec les enfants. Et pour rêver toujours plus haut, le fondateur du RAID a pensé, il y a maintenant quelques années, au meilleur moyen qui soit. C'est pas qu'un baptême de l'air, c'est un projet pédagogique puisqu'ils en parlent tout au long de l'année scolaire, qu'il y a le diplôme LATECOR qui intervient derrière, puisqu'on va envoyer dans les écoles des bénévoles tout au long de l'année qui vont venir donner des cours de météo, d'aéromécanique, de conduite du vol, de réglementation, pour un petit peu planter une graine. Et cette graine, elle germe ou elle germe pas chez ces gamins. Et puis peut-être que là, il y a des futurs pilotes d'Air Sénégal, mécaniciens, contrôleurs aériens, ou tous les corps de métiers liés au monde aéronautique. Tout le monde est attaché. J'en parlais juste il y a 2 minutes à une professeure de l'université. On disait que sur une promotion de 120, s'il y en a 3-4 qui ont un espoir, qui ont un objectif grâce à des petits événements comme ça, eh bien c'est toujours ça de gagner. L'histoire de leur ville est accrochée à l'histoire des pionniers de l'aéropostale. Donc forcément, eh bien, ils vont pouvoir s'accrocher à ça et peut-être avoir un objectif dans leur vie. Toutes ces valeurs, on les a cultivées, on les a transportées avec nous. C'est sur les valeurs de l'armée de l'air, le respect, intégrité, service, excellence. On les a fait grandir dans notre cœur, ça c'était très important. Et maintenant, on va raconter donc l'histoire dans ce raid 2018. Les aviateurs vont raconter cette histoire, l'armée de l'air va raconter cette histoire, pour faire rêver et pour donner des perspectives aux jeunes. On peut qu'avoir la niaque. On est rentré dans ces écoles, dans les classes. On ne peut pas rester insensible à ça. Il faut aider, il faut alimenter. C'est un réacteur, il faut l'alimenter en oxygène, en carburant. L'humanité, c'est ça. Et quel est notre rôle, sinon de transmettre aux générations futures? Wow.